Alors nous vous invitons à une petite promenade campagnarde à la découverte des moulins à eau qui jalonnent, ou plutôt qui jalonnaient autrefois le cours du ruisseau de Richemont. Alors le ruisseau de Richemont, c'est un petit ruisseau d'environ 5 km de long, qui a sa source, ou plutôt ses sources à Bazuel, qui coule sur environ 5 km et qui se jette dans la Selle à Montet, au lieu dit le Tordoir. Alors en fait, il a plusieurs sources, puisque ce ruisseau, c'est la réunion de plusieurs cours d'eau qui naissent tous à Bazuel. Il y a le ruisseau de l'Alouette, le ruisseau du Jonc de Mer, le ruisseau Saint-Maurice, deux autres ruisseaux qui n'ont pas de nom. Et puis sur sa rive droite, le ruisseau de Richemont reçoit aussi un petit cours d'eau venu de la forêt de Bois-l'Évêque, qu'on appelle le ruisseau du Cambrésis. Alors ce ruisseau de Richemont, donc 5 km, naît avec les sources à une altitude d'environ 140 mètres. Il se jette dans la Selle à une altitude de 90 mètres. Donc sur 5 km de parcours, il perd 50 mètres de dénivelé. Ça veut dire une forte pente, un cours d'eau assez rapide. Toujours alimenté en eau, même en période de basse eau, et ce qui fait que son cours rapide, son débit important en eau, ont très vite amené les hommes, dès le Moyen-Âge, et surtout au XIXe siècle, à installer tout au long de son parcours des moulins à eau. Alors, de nombreux moulins qui ont pour la plupart disparu, mais quelques-uns sont encore ici, et en particulier l'un de ces moulins dont il reste encore pas mal de vestiges, le moulin Paradis. Et donc ici nous sommes à Bazuel, et à Bazuel se trouvait un moulin, le premier moulin connu sur ce cours d'eau, c'était le moulin Becqueriot, que malheureusement on a beaucoup de mal à atteindre, si ce n'est à pied, puisqu'il est hors de toute chaussée carrossable. Alors ce moulin Becqueriot, il a une histoire un peu compliquée, qui illustre d'ailleurs l'histoire fréquente de ce genre d'établissement industriel, si on peut parler d'établissement industriel pour parler de ces moulins à eau. C'est-à-dire qu'il a été fondé au XIIe siècle, donc vous voyez que ça remonte à un certain temps, et puis il a fonctionné qu'à un cas jusqu'en 1574, il a été détruit plusieurs fois. En 1574, les moines de l'abbaye de Saint-André du Catteau, qui étaient donc les seigneurs dont dépendait ce moulin, décident de le détruire, de le reconstruire à neuf, mais malheureusement ils entrent en conflit avec l'évêque de Cambrai. À l'époque il n'était pas encore archevêque, il allait bientôt le devenir, et donc en 1574, moulin construit et moulin aussitôt détruit. Ensuite, on le retrouve au 19e, on le reconstruit, et puis il est plusieurs fois démantelé, il disparaît définitivement vers 1928. Et pour la petite histoire, il est installé sur une ancienne motte féodale, donc pour les amateurs d'archéologie, on peut peut-être retrouver des vestiges du Moyen-Âge tout en dessous. Et donc un peu d'histoire sur ces moulins à eau, c'est-à-dire qu'autrefois il n'y avait pas d'électricité, donc l'eau était la principale force motrice, et à l'époque, donc sous l'Ancien Régime, avant la Révolution, les seigneurs de la région du Catteau, comme tous les seigneurs de France d'ailleurs, avaient le monopole de ce que l'on appelait la banalité, c'est-à-dire que chaque seigneur, que ce soit un châtelain, un évêque comme au Catteau, ou des moines d'une abbaye, chaque seigneur avait donc l'obligation d'entretenir à ses frais un moulin à eau, mais en contrepartie de ces frais, c'était assez rentable comme dépense, puisqu'il avait le monopole de toutes ces activités de concassage des céréales, du lin, de l'œillette, du colza, etc., tout ce que l'on écrasait dans les moulins à eau. Et c'est, pour vous donner une idée, donc le moulin Becqueriot, que malheureusement vous ne verrez pas sur les images, et il dépendait fiscalement à la fois de l'abbaye Saint-André du Catteau, de l'évêque de Cambrai, puis ensuite de l'archevêque de Cambrai, et puis de l'abbaye de Fémy, puisque l'abbaye de Fémy n'est pas très loin d'ici. Alors il faut imaginer la vie quotidienne du meunier, qui avait bien du mal à boucler ses fins de mois, puisque les temps étaient durs financièrement, autrefois comme aujourd'hui. Et on imagine le malheureux meunier qui attend tranquillement la livraison de son blé à la porte de son moulin, qui voit arriver le percepteur de l'abbaye de Saint-André du Catteau, qui lui demande poliment de payer ce qu'on appellerait maintenant l'impôt foncier. Bon, il vide son chéquier, si tant est qu'au Moyen-Âge on trouvait des chéquiers, bref, il paye son impôt. À peine rentré dans son bâtiment, il voit arriver le percepteur qui vient cette fois de Cambrai au nom de l'évêque, qui lui demande bien sûr l'impôt foncier, et puis bien sûr le meunier paye, et il croit qu'il en est quitte avec ses dépenses fiscales, mais non, il voit arriver à nouveau ces
voisins de l'abbaye de Fémy qui lui disent « Excusez-nous, on n'est pas tout à fait du même arrondissement, mais comme on est voisins, vous allez bien être sympathique pour nous payer encore une fois une petite taxe foncière. » Donc on comprend qu'à ce rythme-là, les meuniers, les moulins aient quelquefois fait faillite plus rapidement que prévu. Alors ce moulin Becqueriot, donc, dont il ne reste pas grand-chose, il était voisin de plusieurs autres moulins qui étaient construits de façon plus ou moins anarchique, en particulier à Bazuel, sur ce ruisseau de Richemont. On trouve également un autre moulin qui a totalement disparu. Il en reste simplement, quand on connaît son existence, il en reste quelques pierres, quelques morceaux du vannage, c'est-à-dire du barrage. C'est un moulin, on appelait ça le moulin Aubejoie, puisque c'est un monsieur Aubejoie qui avait eu l'excellente idée de construire un moulin en dépit de toutes les préventions de prudence de ses voisins qui lui disaient qu'il allait provoquer toutes sortes d'inondations et de catastrophes écologiques. Ce moulin donc a disparu, mais comme vous allez le voir dans la suite de ce magazine, d'autres moulins ont pris sa place. Donc maintenant, nous allons nous rendre un peu plus loin, nous allons suivre le ruisseau et nous diriger vers Montet, donc vers l'ouest. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la pente assez forte de ce ruisseau de Richemont. Pour vous donner une idée, la Selle, qui est pourtant considérée comme une rivière assez rapide, avec une pente assez forte, a une pente 3 fois moins forte que le ruisseau de Richemont entre sa source à Molin et la grande boucle qu'elle décrit à l'entrée de Montet, donc à la sortie du Cateau. Puisque l'endroit s'y prête, le soleil brille, on est au bout du monde, on n'entend rien, on n'est pas dérangé. Et donc, il serait intéressant de savoir, parce que c'est une histoire qu'on a totalement oubliée, cette histoire des moulins. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, plutôt jusqu'à la Révolution, donc je vous parlais de ce monopole de la banalité, c'est-à-dire que seuls les seigneurs avaient le droit d'entretenir un moulin. Mais à la Révolution, suppression des privilèges, et puis là on arrive à ce que l'on appelle la liberté d'entreprendre. Donc là, des dizaines, des centaines d'investisseurs, tout comme aujourd'hui nos jeunes ingénieurs aventuriers se décident à créer des start-up dans l'informatique. Ils partent à Londres, à Paris ou à New York, en Californie, pour créer des start-up. Eh bien, à l'époque, les investisseurs achetaient un morceau de terrain au bord du ruisseau et puis construisaient à leurs frais des moulins à eau. Et donc, dans les années 1800, 1810, 1820, il y a eu une multiplication de création de ces moulins à eau, évidemment, qui se faisaient concurrence les uns aux autres, au point qu'un jour, j'ai même trouvé trace d'un moulin qui était à peine construit et déjà mis en faillite. Évidemment, puisque à l'époque, on ne faisait pas ce que l'on appelle maintenant une étude de marché pour savoir si l'entreprise serait rentable. Voilà. Nous sommes ici au lieu-dit le bois d'Évillers ou d'Évillers, sur la route du Corbeau, donc en limite entre le Pomeroy et le Cateau. Et ici se trouvait autrefois, il y a très longtemps, jusqu'au XVIIe siècle, on ne connaît pas la date exacte, se trouvait ici un village, le village de Vassevillers ou Vassevillers, qui a été détruit par une tornade déjà au début ou au milieu du XVIIe siècle. Et ce village donc a disparu totalement, mais il a laissé des traces, puisque sur les cartes d'état-major, on trouve encore le lieu-dit Hurlevent, puisque ce village a été détruit par une tempête. On trouve aussi un peu plus loin un chemin rural qui porte le nom de chemin du déluge ou des déluges. Alors à cet endroit, juste derrière moi, vous voyez une ferme avec un portail en pierre bleue. Alors paraît-il, ce portail aurait été construit à la fin du XIXe siècle par le propriétaire qui aurait racheté l'une des portes des remparts de la ville de Landrecies. Mais il pourrait s'agir aussi, parce que j'ai fait des études sur les anciens remparts de Landrecies qui ont été détruits donc, dans les années 1894-95, aucune des deux portes de Landrecies ne ressemblait à ce portail. Alors il pourrait bien s'agir plus simplement des vestiges de la porte de Landrecies au Cateau, donc qui faisait partie des remparts et dont les fameux remparts du Cateau qui ont été détruits vers 1835. Alors toutes les terres qui se trouvent autour de ce hameau ont été
C'était la propriété du maréchal Mortier au début, à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe. Le maréchal Mortier, donc le duc de Trévise, qui avait investi sa petite fortune, puisqu'il était assez bien pourvu au point de vue fortune. Donc il avait acheté de nombreuses terres au bord du ruisseau de Richemont. C'était des terres qui étaient à la fois riches en calcaire et avec de fortes pentes. Alors sur ces terres, sur ces prairies, il élevait des chevaux. Alors ces chevaux sur des terres calcaires, l'herbe était, paraît-il, riche en calcium, c'était bon pour les articulations des chevaux, et le fait de devoir évoluer sur des terrains en pente rendait les chevaux musclés. Ça tombait bien puisque l'armée française à la même époque, dont s'occupait le maréchal Mortier, puisqu'il était ministre de la guerre à une époque, donc le maréchal Mortier faisait quelques courriers à Sa Majesté en disant « Notre armée française aurait besoin urgent de chevaux robustes, sachant gravir les pentes et aux os bien riches en calcium. Ça tombe bien, dans les prairies aux alentours du Cateau, je connais un maréchal Mortier qui peut vous en vendre, votre prix sera le nôtre. » Donc ça s'appelait peut-être déjà à l'époque un conflit d'intérêts. Et donc, plus intéressant, se trouvait juste à côté un moulin, donc le moulin du Bois de Villers, qui a été construit dans les années 1860, qui a totalement disparu en 1925, et donc qui était l'un des nombreux moulins qui jalonnaient le cours de ce ruisseau de Richemont. Nous voici au moulin Paradis, en pleine campagne, entre Montet, Forêt et le Cateau. Alors, le moulin Paradis a été construit dans les années 1838 par les frères Mouton, des deux frères du Cateau, qui avaient décidé d'investir leur petite fortune dans plusieurs moulins à eau, certains au Cateau, certains dans la campagne. Et on l'appelle le moulin Paradis depuis déjà pas mal de temps, puisque c'est le nom d'un des meuniers, Auguste Paradis, qui en 1892 exploitait ce moulin. Et le moulin, donc construit en 1838, comme je le disais, a cessé son activité de meunerie en 1947. Il a été ensuite habité comme ferme, comme habitation, et dans ce bâtiment qui est aujourd'hui malheureusement en ruine, qui est un véritable paradis à l'écart de toute route, se trouve un mausolée familial de la famille Lefebvre à qui appartenait le bâtiment après que l'activité de meunerie ait été cessée. Et donc c'est le rendez-vous des oiseaux, des papillons et même des hérissons, on y trouve des hérissons. Alors pas très loin d'ici se trouve le moulin, ce que l'on appelle le moulin de Richemont, qui se trouve au bord de la route qui descend par la Bariolose, un lieu-dit bien connu des Catésiens. Et là encore, au milieu du 19e siècle, se trouvait un moulin, le moulin de Richemont, qui a totalement disparu. Mais quand on regarde par-dessus le parapet du pont, on devine encore la muraille qui avait servi à fixer le barrage qui permettait de créer un barrage, une chute d'eau qui était utilisée par le moulin du moulin Paradis. Alors ce ruisseau, donc vous voyez ici on est à peu près à 1 km du confluent entre le ruisseau de Richemont et la Selle à Montet. Ce ruisseau a failli devenir, enfin plutôt aurait pu, parce que c'est tout à fait hypothétique, aurait pu devenir un canal dans les années 1840, puisque à cette époque, vers 1840, un ingénieur, M. Cordier, c'était l'époque où la France se couvrait de canaux et accessoirement de voies ferrées, donc un ingénieur, M. Cordier, avait imaginé de créer un canal, ce qui se serait appelé le canal de la Sambre à l'Escaut. Ce canal aurait été creusé à partir de l'écluse d'Or. Elle aurait été alimentée par différents ruisseaux avec des systèmes de pompage. Il y aurait même eu un tunnel souterrain entre Bazuel et le Pomereuil. Enfin, c'est un projet pharaonique. Donc le ruisseau de Richemont aurait été utilisé pour faire passer des péniches. Et puis ensuite, au confluent entre le ruisseau de Richemont et la Selle, le cours de la Selle aurait été canalisé. Et puis avec, je crois, 38 écluses ou 41 écluses sur un cours de 38 km, c'est-à-dire plus d'une écluse par kilomètre, le canal aurait rejoint Denain. Donc à l'époque, Denain, c'était la capitale de la sidérurgie. Donc l'intérêt du projet, c'était de permettre au charbon belge qui arrivait par le canal de la Sambre à l'Oise, en direct du bassin de Charleroi. Donc ces charbons seraient partis en suivant le canal jusqu'aux forges,
jusqu'aux aciéries et aux fourneaux de Denain où ils auraient été utilisés. Ce projet n'a jamais été réalisé, sauf que quand on va à Richemont, on trouve sous l'ancien pont de chemin de fer une sorte de bief canalisé avec, on voit que le canal, juste avant, le ruisseau, juste avant de rejoindre la Selle, a été canalisé entre deux berges de briques et c'était un overton, disons, de bief pour voir si après tout ce projet aurait été réalisable. Il n'a jamais été réalisé et donc voilà encore un de ces souvenirs, un canal fantôme dont le souvenir se rattache au ruisseau de Richemont. Nous voici au Tordoir, donc à l'entrée de Montet, au confluent du ruisseau de Richemont et de la Selle. Donc vous voyez ici, les eaux sont beaucoup plus calmes puisque le terrain s'est aplati, donc on est dans une sorte de marécage. Et le Tordoir, c'est un ancien moulin à eau qui avait été aménagé bien avant la Révolution. Ses origines sont très anciennes et on l'appelle le Tordoir puisque, en langage technique, un tordoir c'est un moulin à huile, puisqu'il n'y avait pas que des moulins à eau, il y avait aussi des moulins où on pressait le colza, le lin, l'œillette, et donc toutes sortes de plantes. Et ce moulin existait déjà avant la Révolution. Et puis vers le milieu du 19e siècle, il est racheté par la famille Poncin, des industriels du Cateau, qui vont y installer, qui vont agrandir les bâtiments et transformer le moulin en usine de production de savon, d'huile et de toutes sortes de produits plus ou moins chimiques. Et dans les années juste après la Deuxième Guerre mondiale, le moulin sera transformé en usine de manganèse. Donc on y amenait des minerais de manganèse avec évidemment toute la pollution qui peut accompagner ce genre de production. Depuis, le moulin a été abandonné, il a été transformé pendant un moment en dancing, en résidence secondaire, et puis maintenant il est revenu au calme de la nature. Donc nous arrivons maintenant à l'extrémité, donc au bout de son parcours de 5 km. Le ruisseau de Richemont confond ses eaux avec les eaux de la Selle. Et nous allons aller maintenant au premier moulin de Montet, le moulin Catillon, donc, qui est un moulin très ancien avec une histoire très mystérieuse, malheureusement peu documentée. Et c'est aussi un endroit très pittoresque que nous allons bientôt découvrir. Nous sommes ici dans la cour du moulin Catillon à Montet. Donc c'est un moulin qui se trouve sur les rives de la Selle. Alors il a la particularité d'être très ancien, son histoire est peu documentée, mais on sait qu'il existait déjà avant 1789. Il était propriété de l'archevêque de Cambrai, donc M. Fénelon est peut-être venu s'y promener. Et aux alentours des années 1848-1849, Charles Sédoux, c'est un nom que l'on connaît bien au Cateau, Charles Sédoux, l'industriel, le rachète à Louis Dupont. Alors Louis Dupont, c'était un banquier de Valenciennes. Les plus anciens de nos auditeurs se rappellent peut-être de la banque Scalbert Dupont, qui était une banque régionale, devenue maintenant le CIC. Et donc Louis Dupont, banquier de Valenciennes, avait diversifié sa fortune en rachetant lui aussi, comme beaucoup d'autres bourgeois de son époque, des moulins à eau. Et donc il avait acheté ce moulin qu'il avait aménagé. Et il a la particularité d'être installé carrément, totalement dans le lit de la rivière. C'est-à-dire souvent les moulins sont construits sur le bord, sur la rive de la rivière, mais là pour plus d'efficacité dans le mouvement de la chute d'eau, du mouvement de la roue qui servait à manœuvrer le mécanisme du moulin, on avait posé le moulin carrément au milieu de la rivière, ce qui évidemment a très vite provoqué en période de crue des problèmes. Le moulin constituait un obstacle, donc il favorisait les crues et autres problèmes de voisinage, ce qui fait qu'il y a eu plusieurs procès, plusieurs enquêtes concernant la légitimité de la situation de ce moulin dans la rivière. Enfin, vous voyez qu'il est encore dans la rivière. Malheureusement, il a beaucoup vieilli, mais il constitue encore un but de promenade dans la campagne très, très agréable, très calme. Et on y entend, outre le bruit du vent dans les feuilles des peupliers, aussi on entend le bruit de la cascade un peu plus loin. Cascade qui pour l'instant a été maintenue jusqu'à quand, puisque les vannages des barrages sont en voie de disparition, puisque la Commission européenne a décidé, dans sa grande sagesse, de supprimer tous les vannages des moulins, donc ce qui peut sans doute se justifier sur le plan écologique, puisque les barrages constituent un obstacle pour
le parcours des poissons, mais ça fait aussi disparaître, on le voit au Cateau avec la disparition du vannage du pont Fourneau. La suppression de ces vannages a fait disparaître des endroits très agréables à regarder, des buttes de promenade. Et donc la rivière a peut-être gagné en calme, en tranquillité, les poissons aussi, mais le tourisme a perdu quelques endroits pittoresques à découvrir. Alors parmi les nombreux moulins qui ont autrefois jalonné le cours du ruisseau de Richemont, on trouvait au Pomereuil pas moins de 4 moulins à eau, dont le moulin Jean-Jacques qui est perdu en pleine campagne, tout près d'un chemin qu'il faut franchir à partir d'un gué. Et pour la petite histoire, c'est là que sont installées les coquilles qui sont censées guider les touristes qui se dirigent vers Compostelle dans le cadre du grand pèlerinage. Alors ce moulin Jean-Jacques, pourquoi Jean-Jacques? Parce qu'il avait été construit dans les années 1820 par un dénommé Jean-Jacques Lauzet, la famille Lauzet du Cateau, qui avait fourni des industriels et qui a aussi fourni à la fin du 19e siècle un célèbre préfet de police de Paris. Donc au Pomereuil se trouvaient 4 moulins qui ont tous disparu. Il y en avait un en particulier qui s'appelait le moulin ou la maison du garde, on ne sait pas très bien, qui se trouve à l'entrée du Pomereuil. Et dans les années 1964-5, l'EDF avait envisagé d'aménager, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les eaux du ruisseau sont abondantes, et puis à l'entrée du Pomereuil, on a une vallée très encaissée. Donc l'électricité de France envisageait au début des années 1960 d'installer un barrage avec une retenue d'eau qui aurait servi à alimenter en eau les refroidisseurs de la centrale de Pont-sur-Sambre à côté d'Aulnoy. Finalement, le projet a été abandonné et on a construit dans les années 66-67 le barrage du Val-Joli avec tout l'équipement touristique qui l'accompagne. Et donc peut-être qu'on peut rêver, si on avait aménagé plutôt la retenue d'eau sur le ruisseau de Richemont, peut-être aurions-nous aujourd'hui une base de loisirs entre le Cateau et le Pomereuil, ce qui aurait d'ailleurs obligé à créer un contournement du Pomereuil avec la route départementale. Et donc voilà ces moulins du Pomereuil qui ont donc disparu comme beaucoup d'autres moulins tout au long du cours de ce ruisseau de Richemont que vous pourrez aller découvrir au cours d'une promenade d'été ou de printemps. Et comme vous voyez derrière moi, le cadre est très agréable, le paysage est très joli. Et pour peu que le soleil se mette de la partie, c'est une promenade très agréable, d'autant plus que ce ruisseau de Richemont est souvent longé par des petits chemins peu fréquentés, d'ailleurs peu carrossables, mais ce qui permet de les parcourir à pied ou en vélo en famille. C'est donc une bonne promenade que vous pourrez peut-être effectuer après la découverte de ce patrimoine méconnu de la campagne des environs du Cateau. Nous voici à Neuvilly, nous sommes au bord de la Selle. Donc nous avons quitté le ruisseau de Richemont. À Neuvilly se trouvaient autrefois aussi plusieurs moulins. Et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est les légendes et le folklore qui sont associés à la rivière, puisque la rivière c'est un endroit souvent brumeux, un peu mystérieux, on a souvent des arbres, c'est très sombre. Donc autrefois c'était un milieu propice à l'imagination, et puis nos ancêtres qui avaient sans doute, qui n'avaient pas la télévision, mais qui avaient une imagination aussi largement débordante que celle de nos auteurs de science-fiction d'aujourd'hui, nos ancêtres inventaient toutes sortes de légendes, de folklore qui se rattachaient à cette rivière. Et à Neuvilly justement, on racontait autrefois deux légendes, puisque ce sont des légendes, rassurez-vous, ça va avoir un côté un peu effrayant, mais ce ne sont que des légendes. Donc on racontait 2 légendes qui se rattachaient à la rivière. Alors la première légende, c'était celle d'une sorte d'âne monstrueux, un âne a priori bien inoffensif, qui se promenait dans les rues du village, et quand les jeunes du village, qui avaient déjà à l'époque, oui, autrefois, on avait déjà des jeunes qui s'alcoolisaient sur le voie publique, donc les jeunes s'attroupaient au bord de la rivière, dans des endroits tranquilles, et quand ils étaient bien alcoolisés, on raconte qu'ils voyaient arriver cet âne mystérieux dont on ne savait pas trop d'où il venait et qui se présentait à eux. Donc ils se disaient, bah, tiens, voilà une bestiole sympathique,
c'est l'occasion qui fait le larron. Donc nous allons monter sur cet âne, et l'âne se laissait faire. Et puis les 3, 4, 5 jeunes sauvageons bien alcoolisés montaient tant bien que mal sur le dos de l'âne, qui avait, paraît-il, la faculté de s'allonger d'une longueur nécessaire pour installer autant de passagers que nécessaire. Et puis l'âne se mettait à se promener, à divaguer dans les rues du village. Alors les jeunes passagers trouvaient cela bien sympathique, sauf qu'à un moment, l'âne, il perdait le contrôle de l'âne, si tant est qu'ils aient pu un jour avoir le contrôle de la bestiole, et l'âne allait au bord de la rivière, et là, d'une grande ruade, il se débarrassait de façon vigoureuse de tous ces passagers qui prenaient donc un bain dans la rivière, un bain forcé, dont ils gardaient un souvenir assez aquatique, pour ne pas dire autre chose. Alors la deuxième légende qui se rattache à cette rivière, c'est aussi toujours une légende que l'on racontait autrefois à Neuvilly. Alors autant la première anecdote concerne des jeunes au comportement un peu regrettable, mais vous allez voir avec la deuxième anecdote qu'il faut toujours se méfier de son côté serviable, il faut toujours se méfier, y compris des créatures qui paraissent les plus innocentes. Donc on raconte qu'à Neuvilly, autrefois, on voyait quelquefois un personnage qui se présentait sous la forme d'un bébé, d'un enfant inoffensif. Et la légende raconte que dans certaines maisons du village, c'était souvent un grand-père très sympathique, très serviable, qui regardait par la fenêtre, il s'ennuyait un peu. Et puis à une époque d'inondation, de hautes eaux, il voit avec horreur un bébé qui semble être en train de se noyer. Alors n'écoutant que son bon cœur, le grand-père sort de chez lui, il se précipite, il sort le bébé ou le petit garçon, c'est pas très bien, un petit personnage, de l'eau, et puis il rentre chez lui, il se met donc il allume le feu, il se met en devoir de le réchauffer, de lui préparer un bol de chocolat, de lui préparer quelques gâteaux. Et puis là, avec horreur, il voit que le bébé ou le petit garçon se transforme progressivement en une sorte. D'abord, il grandit, puis il se transforme en une sorte de monstre un peu bizarre, mystérieux. Puis là, il comprend, le grand-père, que, puisqu'on lui a raconté des histoires quand il était jeune, il comprend qu'il s'agit d'un de ces monstres mystérieux qui se promènent au bord de l'eau et qui ne pense qu'à une chose, c'est de jouer des mauvais tours aux passants, aux honnêtes gens. Et là, comprenant qu'il a été victime de ce personnage, alors dans les Flandres, par exemple, on l'appelle le Necker, c'est un mot flamand qui veut dire un personnage noir. Au Japon, on le trouve aussi sous le nom de Kappa, ça n'est pas qu'un nom de matériel de sport. Et donc ce petit personnage que le grand-père reconnaît comme étant un génie malfaisant des eaux, donc il se dépêche de le passer par la fenêtre, et la créature mystérieuse repart dans la rivière aussi vite qu'elle en était venue, et puis on n'en entend plus parler jusqu'à son prochain mauvais tour, qu'elle se mettra en devoir de jouer à un autre grand-père tout aussi crédule. Donc voilà deux légendes qui se rattachent au folklore de l'eau. Donc vous voyez que l'eau inspire non seulement les touristes, les rêveurs, mais aussi l'imagination. Alors c'est ici que se termine cette promenade où nous avons évoqué successivement les moulins à eau du ruisseau de Richemont et quelques moulins sur la Salle. Et cette promenade a surtout comme intérêt de nous rappeler l'importance de la rivière dans la vie de nos communes et dans leur histoire. Le Cateau ne serait jamais devenu une ville industrielle sans la présence de cette rivière qui lui fournit de l'eau en quantité identique quelle que soit la période de l'année, et qui a permis de faire tourner les machines, en particulier des usines Sédou, les grandes filatures de laine au XIXe siècle, mais qui a aussi alimenté toutes sortes de petites usines qui s'égrenaient le long du ruisseau de Richemont et de la rivière, également aussi du ruisseau de Tupigny, que l'on oublie au Cateau, mais qui a existé, qui a eu une certaine importance autrefois. Et donc cette rivière que l'on côtoie, sur laquelle on passe finalement sans regarder, on oublie souvent qu'elle a eu une grande importance dans la vie de nos ancêtres et qu'elle leur apportait bien sûr de l'eau potable et aussi la force motrice qui leur permettait de travailler, et puis aussi qu'on le voit dans la région du Cateau, on a quand même un certain relief. Quand on va entre le Pomeroy et le Cateau ou du côté de Saint-Souplé, on voit que ça monte, ça descend. Vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, le Cateau et toute la région du Cateau, c'est une région où il y a beaucoup de montées et très peu de descentes, avec un peu de mauvaise foi. Et donc cette rivière a modelé aussi nos paysages, on a tendance à l'oublier, mais dans les âges géologiques, la rivière a creusé énormément nos terrains et elle a façonné nos paysages.
et cela nous permet de découvrir une campagne assez pittoresque, puisqu'on a l'habitude de dire que le Nord-Pas-de-Calais c'est un plat pays, sauf que la région du Cateau, on peut être fier, c'est assez agréable à visiter, c'est aussi agréable à vivre, pour peu qu'on prenne le temps d'y vivre.